Je suis Charline Richard et donc je travaille à Bruxelles Environnement pour la stratégie rénovation bruxelloise Rénolution. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du réemploi dans cette stratégie rénovation. Voilà. Alors, à Bruxelles, nous savons qu'aujourd'hui, le secteur de la construction a beaucoup d'impact sur l'environnement. Donc à Bruxelles, le plus gros producteur de gaz à effet de serre, donc c'est le secteur de la construction, et c'est aussi le plus gros producteur de déchets. Donc ici, on voit 33%. Donc dans cette stratégie rénovation de Rénolution, un des objectifs phares est d'évoluer vers un modèle de construction rénovation circulaire pour 2040 afin de réduire les impacts de ce secteur. Et alors, effectivement, ces 33% de déchets pourraient devenir du coup des ressources pour de futurs chantiers. Alors, qu'est-ce que c'est la construction et rénovation circulaire? Cette rénovation circulaire englobe plusieurs actions, dont le maintien de l'existant, la récupération de matériaux, mais aussi la réversibilité spatiale et technique et le réemploi de matériaux. Aujourd'hui, donc, je vais principalement vous parler de la récupération et du réemploi de matériaux dans la construction. Alors, pour évoluer vers plus de circularité, l'idée est de réduire donc l'apport de nouvelles matières et la production de déchets après la démolition partielle ou complète de bâtiments. Et donc, la récupération de matériaux au moment de la démolition de ces bâtiments euh, permet du coup de réduire les déchets. Et le réemploi, lui, permet de réduire l'apport de nouvelles matières lors de la construction, la rénovation de ces bâtiments. Alors pour s'assurer que ces matériaux récupérés soient réellement remis en œuvre ou réemployés, euh, alors il y a plusieurs moyens. On peut passer par exemple via des revendeurs de matériaux. On peut également faire du réemploi in situ, c'est-à-dire que les matériaux récupérés restent sur le même chantier et sont réemployés sur le même chantier. Ou alors, ces matériaux récupérés peuvent être envoyés vers un autre chantier qui a besoin de ces matériaux. Alors, dans ce contexte, Bruxelles Environnement a travaillé sur le projet européen FCRBE qui promeut le réemploi dans la construction. Donc, qu'est-ce que c'est ce projet FCRBE? C'est un projet donc Interreg Northwest Europe. Et FCRBE, ça veut dire Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements. Donc, c'est-à-dire faciliter la circulation des matériaux de construction de réemploi. Alors, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de partenaires qui ont participé au projet, dont Rotor, Bruxelles Environnement, Buildwise et Mbuild. Et alors, ce projet s'est déroulé de 2018 jusqu'à 2023. Donc, il est aujourd'hui terminé. Alors, le point de départ de ce projet, c'était le constat qu'il y avait moins de 1% de matériaux de construction qui sont réemployés après une première utilisation. Et Charline, je donc, t'arrête juste 2 secondes parce que visiblement, il y en a qui n'ont pas vu sur les slides en fait que tu partages. Donc, je ne sais pas ah si bon. c'est le cas de beaucoup de personnes. Oui, il faudrait peut-être le signaler dans la conversation. Oui, la plupart des gens on les voit visiblement. Donc, c'est peut-être quelques personnes. Oui, Ok, je continue? oui, désolé, Pas de c'était souci. pour quelques personnes. Voilà. Pas de souci. Oui, du coup, l'objectif de ce projet était d'augmenter cette part d'éléments réemployés en réintroduisant les pratiques de réemploi dans le secteur de la construction. Alors, pour atteindre cet objectif, il y a 3 obstacles qui ont été identifiés. Le premier, c'était le manque de visibilité des revendeurs de matériaux de réemploi. Le deuxième, c'était que les matériaux récupérables ne sont pas d'office récupérés lors de la démolition des bâtiments. Et alors, le troisième point était la difficulté d'intégrer des objectifs de récupération et de réemploi dans les marchés publics et les cahiers des charges. Alors, pour répondre à ces obstacles, il y a 3 sous-objectifs qui ont été travaillés.
Donc le premier était d'augmenter la visibilité des revendeurs, ce qui a été fait par la plateforme Opalis, qui donc est une liste des revendeurs en Belgique, mais aussi dans les pays aux alentours. Et sur Opalis, on peut aussi retrouver plein de ressources et de documents sur le réemploi. Alors le deuxième point était donc de développer une méthode pour évaluer le potentiel de réemploi avant la démolition des bâtiments. Alors pour ce point-là, cet objectif, il y a deux documents qui ont été réalisés. Donc il y a l'inventaire réemploi qui donne des critères pour identifier le potentiel de réemploi de matériaux dans un bâtiment à démolir et qui aide à structurer cette information et à la communiquer. Et alors il y a également 36 fiches matériaux qui expliquent comment réemployer ces matériaux, donc du démontage jusqu'à la remise en œuvre de ces matériaux. Et alors le dernier point, c'était donc de développer une stratégie d'intégration du réemploi dans les cahiers des charges et les marchés. Alors, donc pour ça, on a également travaillé sur deux documents. Donc la stratégie de prescription qui donne des pistes pour faciliter le réemploi dans les marchés publics. Et alors la méthode, qui est le deuxième document, qui donne des pistes pour se fixer des objectifs quantitatifs de récupération et de réemploi dans les projets de construction et de rénovation. Alors, dans le projet FCRBE, il y a plein d'autres documents qui ont été réalisés. Vous pouvez les trouver sur le site FCRBE, donc je vous invite à aller les parcourir. Aujourd'hui, on va principalement parler de deux de ces documents qui sont donc repris dans la brochure qu'on va vous présenter juste après ma présentation. Alors, oui, du coup, ces deux documents sont la méthode, donc pour se fixer un objectif quantitatif de récupération et de réemploi, et une analyse de 32 projets qui ont fait du réemploi. Voilà. Alors, dans le projet FCRBE, nous avons travaillé sur de nouvelles notions afin d'éclaircir le discours autour du réemploi. Et donc, là, je vais vous parler de la notion du flux et de stock. Donc, vous pouvez voir sur le schéma que le stock, c'est tout ce qui est immobile et mis en œuvre. Donc, c'est-à-dire que c'est les bâtiments existants, puis les bâtiments maintenus après la démolition, et puis les bâtiments nouveaux, donc après rénovation ou une nouvelle construction. Et du coup, en parallèle, on a les flux qui, eux, sont les matières en mouvement. Et donc ici, on voit qu'on a le flux out, qui est donc qui sont donc toutes les matières qui sortent du chantier lors de la démolition, partielle ou complète. Et alors, on a le flux in avec tous les matériaux qui sont amenés sur chantier pour finaliser ce chantier. Alors, il y a une deuxième notion, c'est les taux. On a les taux de récupération, qui est le pourcentage de matériaux récupérés en vue de faire du réemploi dans le flux out. Donc, c'est lors de la démolition. On a le taux de réemploi, qui est le pourcentage de matériaux issus du réemploi dans le flux in, donc parmi les matériaux qui arrivent sur chantier. Et alors, on a le taux de préservation, qui est le pourcentage de matière maintenue par rapport aux bâtiments existants de base. Alors, ces notions permettent de communiquer clairement sur les efforts mis en œuvre dans les projets de construction, voilà, en termes de circularité. Alors, je vais vous parler de manière plus approfondie du document qu'on a fait sur l'analyse des 32 projets de réemploi, vu qu'il est présent dans la brochure. Alors, ces documents reprennent l'analyse et le calcul de taux de réemploi de 32 projets. Donc, on a l'analyse a posteriori de 32 projets et les 32 fiches projets détaillées. Et dans ce document, vous pouvez également trouver les conclusions qui ont pu être tirées de ces analyses. Et ici, on se trouve bien dans le flux in, puisqu'on parle de réemploi et pas de récupération.
Alors donc, dans ce document, vous pouvez trouver la méthodologie qu'on a appliquée pour analyser ces 32 projets. Donc, c'est une analyse a posteriori, car tous les projets analysés étaient clôturés, donc il n'y en a aucun qui était encore en cours de chantier. Oui, pour faire cette analyse, nous avons décidé de travailler par layers. Donc, ces layers ont été définis par rapport au diagramme de Brandt et donc tout le bâtiment est divisé en différentes couches. Donc, par exemple, ici, on a la structure, l'enveloppe, les finitions intérieures, l'HVAC, etc. Nous avons donc décidé d'étudier uniquement les layers concernés par le réemploi. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas le taux de réemploi sur le bâtiment complet, mais uniquement par layer concerné par le réemploi. Et alors l'unité de mesure qu'on a choisie pour calculer ces pourcentages est la masse. Donc ces 32 projets qu'on a analysés, donc pour les sélectionner, il y avait plusieurs critères. Évidemment, il fallait qu'ils aient fait du réemploi, qu'ils soient aussi dans un des pays des partenaires du projet, qu'ils soient réplicables et qu'ils aient une programmation et une échelle de bâtiments variés. Il y a également un équilibre entre le nombre de projets qui sont des nouvelles rénovations, des nouvelles constructions, pardon, et des rénovations. Alors, par exemple, ici, on peut voir que c'est varié puisqu'on a une école avec Takeda School, mais on a aussi un projet d'une plus petite échelle avec le bureau VLA, architecture. Puis on a des maisons individuelles comme le Clos du Pont. On a également des immeubles de logement comme le BZ, ou bien des immeubles de bureaux comme Multi. Et alors, on a également des espaces publics comme la place de Molenbeek. Alors, tous ces projets, pour pouvoir les comparer les résultats et essayer de trouver un taux de réemploi de référence, nous les avons rassemblés par typologie et par taille en 5 catégories. Donc, il y a la catégorie de logement, la catégorie bâtiment tertiaire, les micro-projets, les espaces extérieurs et les rénovations de bâtiments à fonction sociale et culturelle. Alors, les conclusions de l'analyse de ces projets sera présentées plus en détail par Benjamin par la suite. Alors, le deuxième document, c'était donc ces 32 fiches projets détaillées. Donc ici, on a un exemple d'une des fiches. Donc, dans chacune des fiches, on peut retrouver une description du projet, des photos, le tableau avec le taux de réemploi par layer du projet, les schémas avec les layers concernés par le projet, et alors les images des matériaux réemployés. Donc ici, on peut retrouver tous ces schémas. Donc ici, on peut voir dans le petit schéma à gauche, avec la petite maison, quels layers sont concernés par le réemploi. Donc par exemple, ici, c'est l'enveloppe, les finitions intérieures, les sanitaires, HVAC, oui, c'est ça, et les finitions, les surfaces extérieures, pardon. Et alors, à droite, en haut, on peut voir le schéma des taux de réemploi. Dans ce schéma, on peut voir qu'il y a beaucoup de masse dans l'enveloppe, c'est celle donc en rouge. Et on peut voir également qu'il y a des hauts taux de réemploi, par exemple dans l'enveloppe, vu qu'on a 67% de taux de réemploi, mais également dans les surfaces extérieures où on a 89% de réemploi. On peut voir du coup en dessous les différents matériaux qui ont été réemployés. Donc par exemple ici il y a de la brique, des portes intérieures, des radiateurs et des toilettes. Et pour chacun de ces matériaux, on a la masse de ce matériau et également la quantité de kilos CO2 équivalent qui a été économisé en utilisant ces matériaux de réemploi. Alors après tout ça, je vais vous parler des obligations qui arrivent concernant la circularité. Donc voilà, donc c'est une idée de ces obligations. Donc non, enfin ici je vais vous parler surtout de Bruxelles, mais normalement elle devrait plus ou moins être similaire dans les autres régions puisqu'elle découle des obligations européennes. Donc tout d'abord, d'ici fin 2024,
Il y a le nouveau référentiel gros des 3 régions qui devrait sortir. Euh, voilà, et du coup, des obligations suivront par rapport à ce gros. Donc, l'obligation d'usage du gros pour les maîtres d'ouvrage publics arrivera en 2030 et l'obligation d'atteindre un certain niveau d'ambition, toujours pour les maîtres d'ouvrage publics, arrivera du coup pour 2035. Et alors, pour ce qui concerne Totem, donc cet outil qui permettra de calculer le potentiel de réchauffement planétaire, une première obligation arrive en 2028, qui est toujours une obligation d'usage pour Totem pour les bâtiments neufs de plus de 1000 mètres carrés. Et alors, en 2030, une nouvelle obligation d'usage arrivera pour tout bâtiment neuf et il sera possible qu'il y aura aussi des niveaux d'ambition à atteindre. Alors, ce gros, qu'est-ce qui va arriver dans la nouvelle mise à jour? Donc, concernant la construction circulaire, il y aura 3 cirques, comme ils appellent ça. Donc, 4, pardon. Donc, la récupération, la réversibilité spatiale et technique et l'analyse de cycle de vie. Et alors, sur ces 4 cirques, il y a donc des outils pour pouvoir répondre aux ambitions. Donc, pour la récupération, il y a l'outil FCRBE, donc l'inventaire réemploi. Pour la réversibilité spatiale et technique, vous pouvez trouver la checklist conception réversible sur le guide bâtiment durable. Et alors, pour l'analyse du cycle de vie, il y a l'outil Totem. Voilà pour les outils. Alors, je voulais aussi vous informer qu'il y a donc Bruxelles Environnement organise des séminaires sur la thématique de la circularité. Donc, il y en a un qui va se tenir le 22 novembre. Ce sont les 5 ans d'économie circulaire. Et alors, le 6 décembre, il y a un autre séminaire sur les matériaux bio et géosourcés. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup, Charline. On va céder la parole à Benjamin, du coup, qui va en fait, lui, nous présenter la brochure en tant que telle, donc Objectif Zéro à développer, en s'inspirant donc d'une partie des livrables du projet FCRBE. Donc voilà. Oui, bonjour à tous. J'assure On donc la slide, relève. oui. Est-ce que tout le monde voit ma présentation? Oui, mais elle n'est pas en mode Mais présentation. ouais, attendez. Je vais y arriver, je crois. Ou pas. Ça semble pas être le bon écran, non. Ah, excusez-moi. Petit Pas de problème souci. technique. Est-ce que je dois arrêter ici? C'est toujours délicat quand ça arrive en live, évidemment. Hein. Mais non, c'est pas grave. Ça fait une petite pause, une transition. On va y arriver. Je pense que c'est bon comme ceci. Oui, c'est parfait. Voilà, on y arrive. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc pour me représenter également pour ceux qui sont arrivés entre-temps, donc mon nom est Benjamin Billot, je suis architecte de formation. Je travaille donc chez Objectif Zéro et j'ai contribué au développement ici de cette brochure de vulgarisation. Dont je vais vous présenter un peu le contenu aujourd'hui. Ça va être un peu une manière pour nous de parcourir le contenu ensemble, d'approfondir certaines réflexions et de vous permettre de la prendre plus facilement en main. Alors cette brochure, on insiste un peu sur le fait que c'est bien un outil de vulgarisation pour qui veut un peu découvrir comment intégrer concrètement la circularité dans un projet de construction, de rénovation, de déconstruction même, et se familiariser avec des termes comme le taux de récupération, taux de préservation, réemploi, in situ, flux sortant, donc un peu déjà des choses que Charline a présentées précédemment. On va un peu ici voir une manière d'illustrer tout ça et avec des exemples concrets de mieux s'approprier un peu ces notions de base.
Et donc, c'est bien important de comprendre cet outil vise avant tout à sensibiliser, former un peu aux notions de base. Donc, s'il y a parmi vous des personnes qui sont déjà assez actives dans la construction circulaire, il est possible que pour vous, ces notions-là soient assez basiques, mais c'est quand même l'occasion de vous montrer que cet outil existe et qu'il peut être également utilisé pour sensibiliser d'autres personnes, que ce soit des prestataires, des collaborateurs. Voilà, on espère en tout cas que ce contenu permettra davantage de faire rentrer un peu la construction circulaire dans les pratiques de demain, dans les habitudes de tout concepteur et entrepreneur. Cette brochure, donc, elle est téléchargeable sur notre site internet objectif0.be. Vous allez dans l'onglet ressources et vous trouverez la brochure et emploi. Elle est disponible en 2 langues, français et néerlandais. Et c'est un outil bien entendu gratuit car son développement a été soutenu par Bruxelles Environnement. Donc le téléchargement est libre d'accès. Pas besoin de créer de compte ou quoi que ce soit. Comme Charline l'a introduit, et vous le verrez également dans les premières pages de cette brochure, cet outil donc, se veut un peu comme une synthèse de 2 livrables du projet FCRBE. Pour ceux qui ont envie de garder une trace de ce qu'est le projet FCRBE, donc ces pages dans la brochure recontextualisent un peu le projet, ses ambitions et surtout ses livrables. Il y a énormément de livrables, tous très, très intéressants. Surtout certains aussi qui guident un peu sur la manière de réaliser des inventaires. Ce sont des outils assez précieux. Et donc nous ici, on s'est surtout concentré sur 2 rapports de ce projet SRBE qui visaient davantage à justement placer un peu les notions de base, à fixer et suivre des objectifs. Et ce sont des rapports de plusieurs centaines de pages au format texte. On s'est quand même dit que c'était assez compliqué de s'approprier ce contenu-là, de se plonger dedans. Et que, comme on le dit souvent, un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Et donc, on a choisi en fait d'illustrer un peu toutes ces notions de base sous forme d'un schéma, d'un exemple illustré tel que on l'appelle dans la brochure. Vous le retrouverez au bout de quelques pages dans la brochure. Et en fait, ce choix un peu graphique nous a paru adapté pour justement faire en sorte qu'on comprenne, qu'on ait toutes les notions de base sous les yeux et qu'on comprenne très facilement à quoi elles font référence et que pouvoir un peu parfois voir les subtilités qu'il peut y avoir dans ces différentes notions. Je vous propose ici de parcourir un peu ce schéma, un peu sous forme d'enjeu de loi, hein, étape par étape, pour comprendre un peu ces différentes notions. Et on commence donc au-dessus à gauche avec une situation de départ. Donc vous allez vous retrouver face à un bâtiment dans lequel vous souhaitez mettre en place du réemploi, de la récupération. Et donc ce bâtiment, en fait, comme on le démontre ici, il est à considérer comme un stock. Donc Charline l'a également présenté précédemment. Tout bâtiment va subir des différents travaux, mais tout bâtiment est à considérer comme un stock de matériaux. C'est probablement aussi une façon assez différente de voir les bâtiments aujourd'hui. On a souvent considéré un bâtiment comme un ensemble de matériaux qu'on pouvait démolir, évacuer une partie, et puis on repartait sur une base existante et on améliorait. Il va être intéressant de maintenant commencer à considérer les bâtiments comme finalement de grosses banques de matériaux dans lesquelles on pourrait prélever à l'avenir. On peut même rêver au fait qu'un jour on aura des plateformes d'échange, disons dans quelques mois, je commence la déconstruction de tel bâtiment, il y a tel matériau à récupérer. Est-ce que ça peut intéresser d'autres concepteurs, d'autres entrepreneurs? Voilà, on peut rêver un peu à ce genre d'outils à l'avenir. En tout cas, on a une situation existante ici qu'on considère donc comme un stock. Et pour l'exemple illustré, on a pris l'hypothèse de dire, voilà, par exemple, il y a 1000 tonnes de matériaux présents dans cette situation de départ. Et donc ce bâtiment, il va subir des transformations. On va avoir de la déconstruction, de la démolition. Et donc tout ce qui va sortir de ce bâtiment est donc appelé un flux sortant. Jusqu'à aujourd'hui, ces flux sortants, en fait, c'était majoritairement des déchets. On arrive avec une grue, on démolissait le bâtiment, on mettait tout dans des containers et ça partait dans les filières classiques de gestion des déchets, que ce soit des filières de recyclage, de la valorisation énergétique ou de l'enfouissement. C'était donc majoritairement un peu ce qui était utilisé. On va devoir aujourd'hui apprendre un peu à diviser ce flux sortant, à le voir en plusieurs possibilités. Et l'une d'entre elles, c'est de dire, en fait, on va commencer à récupérer une partie des matériaux de ce flux sortant.
Bien entendu, ça s'étudie, hein, donc ce sont des choses qui se font à travers des inventaires notamment, on abordera ça un peu plus loin. Mais donc on va avoir, ce flux sortant de matériaux et une proportion de ce flux sortant, va être destinée à faire du réemploi. Donc le schéma ici est un peu plus simple pour ne pas rentrer dans le détail des différentes filières qu'on voit là à gauche, mais donc globalement, vous avez un flux sortant et vous avez une proportion de ce flux sortant, qui va être des matériaux que l'on va pouvoir réemployer, qu'on va donc récupérer dans un premier temps et qu'on va pouvoir réemployer sur d'autres projets ou sur le même projet, si cela peut se mettre en place. Et donc cette proportion de matériaux, c'est ce qui va définir finalement le taux de récupération. Vous voyez sur le petit schéma, on a mis également un exemple numérique. Sur une hypothèse de 300 tonnes de matériaux qui sont issus de ce bâtiment, de ce stock de départ, donc ils sont démontés ou détruits, on va dire. Si on avait par exemple 50 tonnes de matériaux qui sont récupérés, on a un taux de récupération de 16%. C'est une manière déjà d'aborder une première notion de base, de fixer un taux de récupération. On verra bien entendu plus tard comment fixer correctement ce taux de récupération et communiquer par rapport à celui-ci, notamment par exemple dans des cahiers de charges. On évolue petit à petit dans ce schéma et on se retrouve donc à une situation intermédiaire. Donc le bâtiment a été un peu désossé d'une certaine manière, on a récupéré certaines choses et on se retrouve donc avec une situation intermédiaire où le bâtiment a été préservé en partie. Et donc le ratio entre la masse, par exemple, de matériaux, ça peut être des volumes, on verra les unités plus tard, mais donc il y a une partie, en tout cas, des matériaux qui a été préservée par rapport à la situation de départ et ça nous donne le taux de préservation. C'est également quelque chose, une notion sur laquelle on va pouvoir éventuellement travailler ou communiquer dans le cadre d'un projet. À noter qu'à ce stade, le bâtiment donc désossé devient également un nouveau stock. Donc c'est pas parce que, si vous voyez ici sur le schéma à gauche, qu'il y a une notion stock qui est appliquée sur la situation de départ, en fait, presque à chaque situation, on pourrait remettre une petite appellation stock. Donc le stock est un peu intemporel. Que ce soit à l'étape intermédiaire ou à l'étape finale du projet, le bâtiment restera un ensemble de matériaux dans lequel on peut venir puiser éventuellement pour d'autres projets d'amélioration, de transformation ou même démolition totale du bâtiment éventuellement plus tard. Donc on a vu ici le taux de préservation et on arrive sur la partie des flux entrants. Et donc les flux entrants, ça regroupe tous les matériaux qui vont être utilisés pour améliorer globalement le bâtiment existant. Alors on a des matériaux neufs évidemment qui font partie de ce flux entrant, mais on a également des matériaux issus du réemploi. Alors si on approfondit un peu plus cette approche des matériaux de réemploi, il y a juste deux notions à distinguer ici. C'est que dans tout ce qui est matériaux de réemploi, on peut avoir des choses qui sont récupérées du bâtiment sur lequel on travaille. Donc on a vu ce taux de récupération avant, donc les matériaux qui sont récupérés, en fait, ils peuvent être valorisés directement sur le bâtiment en lui-même, donc réemployés dans le cadre du projet. Ce qu'on appelle donc des matériaux réemploi sur site ou in situ. Mais on peut également avoir des matériaux de réemploi qui viennent, donc qui sont ex situ, qui viennent d'un autre site ou d'un acteur de la récupération qui commercialise des matériaux de réemploi, par exemple. Et à ce niveau-là, excusez-moi, je perds. Non, pardon, voilà. Donc à ce niveau-là, on peut déjà distinguer qu'il y a deux manières de mettre en place de la circularité dans un projet. On peut soit travailler sur la récupération de matériaux ou sur le réemploi de matériaux. Idéalement les deux évidemment, mais donc il est tout à fait possible de mettre en place du réemploi, même si à la base on n'a pas travaillé sur la récupération de matériaux sur le site en lui-même. Et donc ce fameux taux de réemploi, c'est simplement le ratio entre l'ensemble des matériaux issus du réemploi, donc que ce soit in situ ou in situ, et la quantité totale de matériaux qui font partie du flux entrant. Donc c'est une autre manière d'exprimer un objectif dans le cadre de la circularité sur un projet de construction ou de rénovation surtout, c'est ce fameux taux de réemploi. Donc toutes ces notions de base en fait sont définies dans un objectif principal, c'est d'assurer donc cette fameuse économie circulaire, cette construction circulaire, et quel est finalement l'impact de ces matériaux de réemploi dans le monde de la construction.
comme Charline a pu le montrer, c'était réduire la quantité de déchets et éviter la production de nouveaux matériaux. Alors, on parle souvent d'impact CO2 ou CO2 équivalent, et on a tendance du coup à se dire, un déchet effectivement ne sera pas incinéré, ne produira pas du CO2, ou on ne produira pas de nouveaux matériaux qui utilisent l'énergie pour être produite, et donc aussi émission de CO2. Donc il y a l'aspect CO2, mais en fait quand on considère l'analyse de cycle vie au sens large du terme, donc d'un matériau, il y a énormément d'autres indicateurs qui jouent également. Quand on parle par exemple d'enfouir des déchets, on peut parler aussi de pollution des sols. Il y a un indicateur pour ce genre de choses dans tous les impacts environnementaux. Quand on parle de production de nouveaux matériaux, il y a effectivement consommation d'énergie, mais il y a également prélèvement de ressources finies. Et donc ce sont des choses qui sont à considérer au sens large du terme quand on parle d'ACV, d'analyse de cycle de vie. L'utilisation de matériaux de réemploi, c'est pas juste de l'économie de CO2. Le CO2 est souvent utilisé comme une unité d'équivalence, mais il y a beaucoup d'autres impacts qui doivent également être considérés. Donc ça peut être très intéressant, si on réalise par exemple une étude ACV très détaillée d'un projet de rénovation, de se dire, vu le contexte dans lequel s'inscrit mon projet, j'ai peut-être tout intérêt à travailler telle ou telle thématique, et donc tel ou tel impact environnemental, et donc choisir correctement aussi le matériau de réemploi en fonction des différents impacts environnementaux qui peuvent éviter. Alors, comment faire finalement ces premiers pas dans un projet circulaire sur base des notions de base qu'on a vues ici précédemment? Une première possibilité, en tout cas, c'est d'agir sur la préservation de l'existant. Donc, on n'est peut-être pas encore très à l'aise à l'idée de fixer un taux de récupération ou fixer un taux de réemploi. En tout cas, on peut se fixer un objectif qui est de dire quand on agit sur un bâtiment, on va faire en sorte de ne pas avoir le réflexe de déconstruire ou démolir un maximum de ce bâtiment-là pour développer le nouveau projet, mais plutôt faire en sorte de préserver un maximum le bâtiment existant, l'améliorer, le compléter, mais en tout cas conserver un maximum de l'existant. Alors pour ça, on peut faire éventuellement un inventaire. Ça peut être très utile, c'est très utile pour savoir ce qu'il est intéressant de conserver. Les inventaires sont généralement réalisés aussi dans le but de faire de la récupération, mais ça peut aussi en fait faciliter le travail du concepteur, de choisir, de dire je vais garder telle ou telle chose. L'inventaire peut aider aussi à ce niveau-là, parce qu'il va permettre d'indiquer aussi l'état dans lequel se trouvent les différentes choses que l'on veut garder. Donc ça peut avoir un impact décisionnel assez important. Mais de manière générale, on va dans cet objectif de taux de préservation, surtout veiller à garder un maximum de matériaux en place, que ce soit sur le bâtiment ou ses abords. C'est vrai qu'on ne l'a pas tout à fait abordé ici. Le schéma global, vous l'avez peut-être remarqué dans le schéma précédent, au niveau du flux entrant, on a représenté ce bâtiment, mais on a également représenté ses abords. Donc c'est important de dire que quand on travaille à l'échelle d'un projet, on peut faire de la circularité sur un bâtiment, mais également sur ses abords et sur les équipements extérieurs. Donc ça peut être aussi un objectif dans le cadre d'un projet. La deuxième possibilité, c'est d'agir sur la récupération des matériaux. On n'est peut-être pas encore très à l'aise, par exemple, avec le fait de s'engager dans le réemploi ou la mise en œuvre de matériaux de réemploi. Mais ça ne nous empêche pas, sur base d'une situation existante, de mettre en place des objectifs de récupération. De se dire, avant de démolir mon bâtiment et de tout envoyer dans des filières de traitement de déchets classiques, je vais plutôt avoir une approche de sauvegarde de ces matériaux. Et donc réaliser un inventaire. Là, l'étape sera malheureusement, malheureusement, c'est une façon de dire, mais donc c'est une étape supplémentaire en tout cas dans le travail de conception et de gestion du projet. Donc cet inventaire sera nécessaire pour pouvoir identifier les matériaux ou éléments qui peuvent être récupérés et qui ont un potentiel de réemploi aussi. Alors, on ne récupère pas nécessairement tout ce qu'on veut non plus. Il faut bien intégrer le fait que si on veut que la démarche aboutisse, il faut que les éléments récupérés puissent être réemployés. Donc, il y a une notion d'état du matériau. Donc, dans quel état se trouve-t-il? Est-ce qu'il est encore dans un état correct pour être remis en œuvre? Mais aussi, il faut tenir compte des demandes du secteur, du marché. Donc, ça ne sert à rien d'aller récupérer des éléments pour lesquels il n'y a aucune demande. Ce sont des choses qui vont traîner dans un coin et qui n'auront pas finalement de vraie valorisation dans les filières de réemploi. Donc, ça peut être cette seconde approche, au niveau du taux de récupération, une démarche assez intéressante. Si on n'ose pas encore franchir le pas du réemploi, on peut en tout cas se positionner comme acteur de récupération et alimenter d'autres projets qui, eux, mettront du réemploi en œuvre.
Et enfin, la troisième étape, qui ne sont pas des étapes isolées, hein, donc elles peuvent être tout à fait complémentaires, c'est d'agir forcément sur le taux de réemploi. Et donc c'est simplement se dire, voilà, je pars d'une situation existante, j'ai peut-être pas fait non plus de récupération, mais en tout cas, je veux faire du réemploi. Et donc la manière de le faire, c'est de consacrer une partie du flux entrant à des matériaux issus de réemploi. Comme on l'a vu tout à l'heure, ces matériaux-là peuvent être issus du bâtiment lui-même. Vous avez mis en place de la récupération et ces matériaux récupérés deviennent des matériaux réemployés sur le projet. Mais on peut également aller chercher des matériaux de réemploi chez des acteurs qui commercialisent du coup ce type de matériaux. Ça demande évidemment un peu plus de coordination. Ça demande à nouveau d'avoir de bonnes interactions avec les prestataires qui vont mettre ces matériaux en œuvre, parce que certains d'entre eux pourraient nécessiter des précautions particulières ou des modes de mise en œuvre particuliers. On ne l'aborde pas tout à fait ici, mais dans la manière de mettre en place du réemploi et de la récupération, et en tout cas de rendre ces matériaux compatibles avec la construction circulaire, il y a toute la notion de conception réversible. Donc, on n'est pas encore dans le cas de cet outil-là sur cette thématique, mais en tout cas, elle fait clairement partie des thématiques de base dès qu'on veut mettre en place de la circularité dans un projet. Ça ne sert à rien d'aller récupérer un carrelage et de le sceller avec une colle super forte. L'exemple est un peu maladroit, mais vous comprendrez un peu l'objectif de la remarque. On va faire en sorte de fixer ces matériaux de manière à ce qu'ils puissent être également démontés à l'avenir si nécessaire. Donc c'est toute une réflexion en termes de conception, qu'elle soit spatiale ou technique hein, d'ailleurs, qui doit également avoir lieu à l'échelle du projet dans lequel on veut mettre en place de la circularité. Alors, sur base de ces notions de base, il est temps un peu de fixer des objectifs. En tout cas, si on souhaite le faire, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? À ce stade, il peut y avoir plusieurs questions. Est-ce qu'on souhaite encourager la démarche de récupération ou de réemploi, ou est-ce qu'on souhaite l'imposer? Est-ce qu'on se fixe un objectif à atteindre ou pas? Est-ce qu'on laisse les choses évoluer librement, sans trop de contraintes? Et est-ce qu'on veut cibler un matériau particulier ou au contraire laisser le choix au prestataire de mettre en place du réemploi? Pour répondre à ces questions-là, le projet FCRBE proposait différentes notions que voici. Et donc, on a par exemple dans le souhait de dire est-ce que je souhaite encourager la démarche ou l'imposer, on propose des objectifs du coup qui soient incitatifs ou contractuels. Alors, on ne va pas rentrer dans ce détail de tout ça ici. Tout ce que je vous montre de toute façon est issu de la brochure, donc vous aurez largement le temps, je pense, d'en prendre connaissance et de revenir vers nous si vous avez des questions évidemment. Mais donc sachez qu'il existe des objectifs qu'on appelle donc incitatifs. Et donc cela c'est juste comme son nom le dit, c'est inciter le prestataire à mettre en place des choses, à faire preuve d'implication dans les objectifs de réemploi ou de récupération, ou au contraire contractuel. Là, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus cadenassé, et donc il y a des choses qui sont proposées et qui devront faire l'objet de clauses spécifiques dans le contrat. Est-ce qu'on fixe un objectif à atteindre? Là, à nouveau, on a le choix de dire on veut rester dans une approche plutôt qualitative ou quantitative. Alors, comme son nom l'indique, quantitatif, on va vraiment fixer un objectif qui devrait être respecté. Qualitatif, c'est plutôt à nouveau une approche un peu plus large, où on va pas cibler quelque chose en particulier, mais laisser à nouveau un peu plus de tolérance dans la pratique. Est-ce qu'on veut cibler un matériau en particulier ou laisser le libre choix à l'entrepreneur? Là, à nouveau, on parle d'objectifs spécifiques ou ouverts. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là maintenant parce que le slide qui suit sera beaucoup plus, je pense, explicite. On a choisi de mettre en tableau ces différentes notions et de vous présenter des exemples. Et donc, par exemple, ici, donc si on prend dans la lecture du tableau un objectif qui serait spécifique et quantitatif, quantitatif, c'est par exemple de dire on a une certaine valeur, un objectif, une contrainte, 30% de la surface des matériaux du revêtement de façade doit être issu du réemploi. Donc 30%, c'est l'aspect quantitatif. Et spécifique, on cible très particulièrement un matériau en question. Parce qu'on a identifié via l'inventaire, par exemple, que c'était le matériau qui allait présenter le plus potentiel de réemploi. Et donc,
on cible le matériau revêtement de façade. Si au contraire, on avait voulu être plutôt dans une approche spécifique, donc on cible quelque chose en particulier, mais plutôt qualitatif, on ne veut pas être trop contraignant, ben là, l'approche dans le cahier des charges pourrait être de dire que le prestataire maximisera la quantité de cuvettes de WC, par exemple, donc on est spécifique, issu de filières de réemploi. Donc maximiser la quantité, ben, on ne met pas de contraintes spécifiques, mais on encourage quand même à aller vers le maximum. Et donc avec certains mots comme ça, on peut plus facilement cibler les attentes, fixer des objectifs. Et en tout cas, dans une approche, dire pour faire ses premiers pas dans un projet circulaire, c'est surtout l'approche qualitative qui est encouragée. Parce que l'approche quantitative nécessite un cadre beaucoup plus rigoureux. On doit définir un objectif donc quantitatif, un objectif bien précis. Et il est peut-être plus difficile de savoir en amont comme ça du projet et quand on a encore peu d'expérience, si l'objectif est plausible, si l'échelle du projet le permet par exemple, si le prestataire est suffisamment qualifié. Et aussi c'est plus difficile de mesurer l'impact sur l'aspect économique, logistique ou technique du projet. Donc l'approche quantitative en tout cas est beaucoup plus rigoureuse, demande peut-être un peu plus d'expérience et donc s'inscrit dans une démarche qualitative et plus abordable dans un premier temps. Alors, fixer un taux de récupération, donc on a vu, si vous regardez au-dessus à droite le schéma, donc on se situe au niveau du flux sortant et on veut fixer un taux de récupération. Mais la manière de le faire, comme je le précise à ce moment-là, c'est de réaliser un inventaire. Et un inventaire, donc, c'est une méthode bien particulière. À nouveau, le projet FCRBE permet de vous aider dans cette démarche grâce à un délivrable guide inventaire. Il y a aussi, je l'ai mis ici en bas à droite, un catalogue de 36 fiches matériaux qui, en gros, parcourt un ensemble de matériaux identifiés comme facilement récupérables. Et donc, ça donne des instructions ou des guides sur la manière d'évaluer le potentiel de récupération, et peut-être même de démontabilité également. Et donc, il y a plusieurs étapes comme ça pour établir et suivre ce taux de réemploi. Donc, c'est réaliser cet inventaire et par la suite, vérifier la présence de substances nocives. À nouveau, à cette étape-là, on tient à jour l'inventaire. Donc, l'inventaire doit être tenu à jour de manière régulière. Vous pouvez ensuite identifier s'il y a une demande au niveau de ces matériaux. Je le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas au niveau du marché une certaine demande, vous pouvez à un moment récupérer les matériaux, mais ça n'aboutit à aucune démarche concrète derrière, et donc c'est un peu une perte financière aussi pour le projet. Donc on vérifie s'il existe une demande pour les matériaux, on met à jour l'inventaire en fonction des résultats de cette étude de marché pour écarter éventuellement les matériaux qui ne font pas l'objet d'une demande particulière. Et enfin, on évalue la possibilité, à partir du moment où on sait où il y a une demande, on évalue la possibilité de démonter les matériaux sans les abîmer et sans altérer la possibilité de les réemployer du coup. Et donc là, à nouveau, il y a tout un détail pour chacune de ces étapes qui vous permet de tester l'étape en question, de savoir si c'est une possibilité ou pas. À nouveau, à chaque fois, bien mettre à jour l'inventaire parce que c'est vraiment finalement ce document qui va vous suivre dans toute la durée du projet et qui va pouvoir un peu témoigner aussi de l'avancement des choses et du suivi du succès de l'objectif. Pour fixer donc toujours ce seuil de récupération, ce taux de récupération, il convient de tenir compte évidemment de toutes les pertes qui peuvent être occasionnées. Donc là, on rentre peut-être un peu plus dans le concret aussi, dans le détail. Donc en tout cas, il y a une série ici de choses dont il faut tenir compte. Parce qu'on pourrait avoir tendance à fixer un taux de récupération sur base d'un essai de démontage, alors qu'en fait derrière, il y a quand même d'autres choses dont il faut tenir compte, comme le taux de perte. Donc on a réussi à démonter un carrelage par exemple, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à démonter 100% des carrelages, donc il y a peut-être un taux de perte par exemple de 10% à considérer. Excusez-moi. Il faut donc tenir un bilan de tous les matériaux récupérés parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir la traçabilité de ces matériaux et de finalement définir le taux de récupération final de matériaux récupérés. Et prévoir des bordereaux détaillés est une chose aussi qui est assez importante parce qu'elle va vous permettre de faciliter le travail de l'équipe qui pourra suivre. Donc si je reprends l'exemple des carrelages par exemple, il faut pouvoir définir quelle quantité de carrelage il y a et quelle surface ça peut couvrir par exemple. Ça peut aider le concepteur à directement intégrer ça dans le projet par la suite et fixer du coup aussi des taux, des objectifs pardon, qui sont cohérents par rapport aux matériaux disponibles. Alors,
Oui, ici une petite erreur, donc c'est une méthode pour fixer un taux de réemploi et pas de récupération. Et donc, pour fixer le taux de réemploi, on va avoir globalement une démarche similaire. Il y a des questions à se poser, il y a des suivis à apporter. Et donc, les 4 questions qu'on peut se poser pour fixer un taux de réemploi, c'est de savoir sur quelle partie du flux entrant on veut agir. Donc, regardez le petit schéma au-dessus à droite, qui est un rappel du schéma précédent. Ce flux entrant, une partie de matériaux neufs et une partie de matériaux issus de réemploi. Et finalement, quelle proportion de matériaux de réemploi on veut obtenir. Il ne faut pas non plus être trop ambitieux dans un premier projet, sous peine de bloquer parfois simplement le projet parce qu'on ne trouve pas les matériaux de réemploi, ou en tout cas on n'arrive pas à les financer, ou on n'arrive pas à les mettre en œuvre comme on le souhaiterait. Quelle unité utiliser? Ça peut paraître bizarre, mais en fait, selon l'unité utilisée pour définir le taux de réemploi, ou la quantité de matériaux qu'on va réutiliser, ça peut être plus facile ou pas d'atteindre l'objectif. Quel niveau de détail atteindre et quel taux de réemploi viser? Ce sont des choses qui vont être abordées ici par la suite. Donc sur quelle partie du flux entrant? Là, on l'a vu, en fait, soit on est sur l'ensemble du flux entrant, et donc on est dans une approche plutôt ouverte. Donc si vous vous souvenez des objectifs, des approches spécifiques et autres. Donc ici, une approche plus ouverte quand on travaille sur l'ensemble du flux entrant, parce qu'on ne met pas peut-être d'objectifs encore très clairs, mais en tout cas, on dit qu'on cherche à maximiser le taux de réemploi, et donc on va travailler sur tout le flux entrant pour donner la possibilité aux prestataires de proposer peut-être des matériaux issus de réemploi, peu importe le poste du flux entrant. On peut au contraire choisir d'agir sur des lots spécifiques de matériaux, donc là on est dans l'approche spécifique telle qu'on a vu auparavant, et de dire sur l'ensemble du flux entrant, je voudrais que tous les matériaux de finition ou tous les sanitaires soient issus d'une filière de réemploi. C'est aussi une approche peut-être beaucoup plus ciblée en tout cas. Ou on peut choisir d'agir sur les couches spécifiques du bâtiment, et là on introduit un peu la notion de layers, qu'on va aborder après, que Charline a déjà présenté un petit peu. Mais donc en tout cas, il y a différentes approches déjà possibles à ce niveau-là, pour déterminer sur quelle partie du flux entrant on souhaite travailler. Quelle unité qu'on va choisir pour exprimer ce taux de réemploi, ou en tout cas la quantité de matériaux à réutiliser. Vous verrez dans la brochure, donc tout ça ici, moi je vous fais un résumé assez condensé de ce que la brochure contient, mais vous verrez qu'il y a une série d'avantages et d'inconvénients à utiliser différentes unités, que ce soit le volume, la masse, le volume financier des opérations de réemploi, les impacts environnementaux. Donc chaque unité a un avantage, des avantages et des inconvénients. Si je prends par exemple la masse, c'est l'unité qui a été utilisée dans le projet FCRBE pour déterminer les taux de réemploi, différents layers. Et donc la masse, elle est assez adaptée parce que c'est assez facile de peser des choses. On a des camions qui quittent des sites qui peuvent éventuellement passer sur une bascule, et donc on a des bordereaux avec le poids de différents matériaux évacués. Donc ça s'adapte assez facilement à un chantier. C'est une bonne transition aussi vers les outils d'analyse de cycle de vie, parce que beaucoup de matériaux dans les études ACV sont quantifiés en kilos pour déterminer l'impact environnemental de cette quantité de matériaux. Mais l'inconvénient, par exemple, de la masse, si on considère 1 mètre carré de briques isolé avec un panneau de polyuréthane, il y a clairement plus de briques. Là, en tout cas, la brique est beaucoup plus lourde, mais finalement, c'est le panneau de polyuréthane qui sera plus impactant d'un point de vue environnemental que les briques. Donc, il peut y avoir des biais comme ça, où on dit on va mettre l'accent sur la brique parce que ça va nous permettre d'atteindre plus facilement l'objectif, alors qu'en fait, en termes d'impact environnemental, ça aurait été peut-être plus intéressant de travailler sur le panneau de polyuréthane. On peut combiner les unités, c'est une façon un peu un compromis, on va dire comme ça, pour mixer des unités entre elles et éviter justement ces biais. On pourrait parler en euros par kilo pour compenser un peu le fait que certains matériaux lourds pourraient plus facilement remplir les objectifs. Alors, quel niveau de détail atteindre dans le taux de réemploi qu'on veut se fixer? Ça va dépendre évidemment de la précision de mesure des flux. Donc, ça ne sert à rien de parler en grammes pour des briques qu'on va peut-être peser en kilos, voire davantage en tonnes. Ce niveau de détail doit permettre de comparer les offres entre elles. Si vous voulez que les prestataires vous remettent offre pour la fourniture de matériaux de réemploi ou même de récupération, en fait, on doit pouvoir en tout cas comparer les offres entre elles et donc proposer des unités qui sont accessibles à tout le monde, et des niveaux de détail également qui soient accessibles à tous les prestataires pour pouvoir comparer les offres.
Voilà, et donc des équilibres à trouver entre précision et maniabilité des données, ça rejoint un peu la même logique ici, c'est ne pas être trop exigeant, trop rentrer dans le détail et faire en sorte du coup que cet objectif soit inatteignable parce que trop technique ou trop exigeant pour les prestataires. Quel taux de réemploi viser? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit surtout tenir compte du contexte. Donc si vous voulez faire de la récupération ou du réemploi, vous devez tenir compte de ce qui est disponible sur le marché ou des demandes du marché. Et donc tout ça passe forcément par des études. Donc on tient compte du contexte du marché, mais on tient compte également forcément de ce qui est disponible dans le projet en lui-même, ce qu'on peut récupérer ou ce qu'on veut réemployer. Donc l'inventaire sera l'outil de prédilection pour ce genre de démarche. Tenir compte également de l'expérience des prestataires. Il ne faut pas les proposer un objectif trop ambitieux si les prestataires sont dans leur premier projet, par exemple de récupération ou de mise en œuvre de matériaux de réemploi. Ça pourrait les freiner dans la démarche, ça pourrait être un gros frein et donc aussi source de coûts supplémentaires parce que l'objectif est beaucoup trop ambitieux par rapport à l'expérience ou aux possibilités techniques offertes par le prestataire. Dans tous les cas, la meilleure manière de procéder, c'est de viser bas, de ne pas mettre un taux ou un objectif trop élevé et d'inviter justement le prestataire à dépasser l'objectif sur base un peu de toutes les notions qu'on a vues ici. Donc il y a plusieurs manières de dépasser l'objectif, d'aller au-delà en se concentrant sur certains matériaux plutôt que d'autres, sur certains layers. Et en fonction du coup de l'inventaire, c'est lui qui va peut-être aussi vous permettre de dire on a visé un objectif assez bas, mais l'inventaire démontre qu'on peut très facilement récupérer beaucoup d'éléments de ce type, et donc faire ceci permettrait de dépasser l'objectif. Ça peut être une manière aussi de faire évoluer un peu les choses en cours de marché. Alors justement, comment choisir un peu sur quoi le taux de réemploi pourrait s'appliquer? Donc dans le cas du projet FCRBE, il y a un ensemble de couches du bâtiment qui ont été analysées. Et vous verrez ça donc dans la brochure. Ces couches sont reprises en tant que telles et sont détaillées en termes d'objectifs atteints. Donc c'est ce tableau-ci. Vous retrouvez en gras et en vert le taux moyen qui pourrait servir de référence pour le layer considéré en fonction de la catégorie de bâtiment ou de projet. Ce sont des chiffres issus donc des différents projets étudiés. Et les chiffres qui vont par paire, que vous pouvez constater dans le tableau aussi, ceux-là sont moins à prendre comme des valeurs sûres, mais plutôt comme un indicateur. En fait, ce sont des chiffres qu'on a rajoutés et dans l'exploitation des données FCRBE, on pouvait à chaque fois sortir un taux minimum ou un taux maximum de taux de réemploi en fonction des différents layers, des différentes catégories de bâtiments. Ça peut permettre un peu de cibler l'objectif qu'on pourrait se fixer pour ne pas être trop ambitieux, peut-être même trop peu également, mais en tout cas certainement pas être trop ambitieux en fonction du layer qu'on cherche à adresser. Voilà, donc ici on a passé en revue un peu le contexte de la brochure, mais également toutes les possibilités que ça pouvait offrir pour vous permettre d'avoir une bonne connaissance des notions de base, de pouvoir transmettre également ces notions de base. On espère en tout cas que la brochure va pouvoir servir à ça, que ça vous permettra également de fixer certains objectifs en termes de récupération de réemploi, de mettre en place les bonnes démarches pour parvenir à ces objectifs, et de toute façon de pouvoir vous référer aussi à certains retours d'expérience que sont justement les 32 projets ici du projet FCRBE. Je propose de laisser place aux questions parce que je pense que j'ai quand même largement débordé sur le temps de présentation. Il reste plus beaucoup de temps. Je vais peut-être quitter le partage. Merci Et Benjamin. je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps. Alors, il n'y en a eu qu'une qui vient de tomber. Ça va, mais Donc, j'espère je qu'on a ne été sais pas répondu. si je vais la lire comme ça pour tout le monde. Donc, j'entends le fait de viser bas, mais concrètement, l'entreprise générale va alors s'y tenir car son prix est remis sur base de cette imposition. Ils ne vont pas risquer des coûts supplémentaires pour atteindre un taux plus élevé, sauf s'ils peuvent facturer les suppléments. Je ne sais pas si toi ou Charline voulez intervenir par rapport à cette question en particulier. Je peux essayer, tu me complètes, Benjamin, si tu as d'autres éléments de réponse. Alors, j'ai pas une réponse telle qu'elle a donnée maintenant, mais effectivement, dans les stratégies dans le document
donc FCRBE, stratégie de prescription et la méthode pour se fixer des objectifs réemploi, il y a toutes ces questions-là. Et enfin voilà, et ça peut guider justement sur comment écrire les cahiers des charges, parce qu'en fait, le problème, enfin surtout dans les marchés publics, le problème c'est que si on se fixe des objectifs trop hauts et enfin voilà, ça peut bloquer le chantier comme disait, enfin ou l'avancement du projet comme disait Benjamin, parce que du coup si on a prévu 30% par exemple des carrelages qui doivent être issus du réemploi, mais qu'on n'en trouve que 20, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà. Et donc, vous pouvez, en fait, il y a un autre document qui s'appelle les live tests, où on a étudié, enfin, on a travaillé en fait avec CityDev pour les aider à rédiger leur cahier des charges pour leur projet Greenpeace 2. Et du coup, voilà, donc, du coup, dans ce document, on explique justement comment ils ont fixé ces objectifs et comment ils ont permis d'avoir quand même des fenêtres ouvertes. Donc, ils sont quand même fixés des objectifs avec beaucoup d'ambition, des hauts taux de réemploi. Mais justement, ils ont écrit des choses qui permettent que ce soit flexible. Euh, Enfin, voilà. Et que donc, si par exemple, si on ne trouve pas ces 30% de réemploi, alors il y a des alternatives possibles à discuter à ce moment-là dans le projet. Je ne sais pas si ça éclaire. Ouais, et pour compléter, j'ajouterais aussi que c'est là l'intérêt des excusez-moi, c'est là l'intérêt, je pense, des différents types d'objectifs. Quand on a parlé de qualitatif, quantitatif, spécifique, ouvert, c'est certain que si on vient contraindre énormément les objectifs en disant que 30% des WC doivent être récupérés et que ça représente une trop grosse contrainte dans le cadre du marché et donc une raison d'avoir des surcoûts, ça peut être intéressant du coup de lâcher un peu du lest et de plutôt partir sur des objectifs qui soient plutôt ouverts et qualitatifs. Donc d'essayer comment mettre en place une démarche, d'inciter en fait le prestataire à mettre en place un maximum de choses pour valoriser les matériaux de réemploi et pour maximiser le taux de réemploi. Mais ne peut-être pas trop le contraindre dès le départ, surtout si on sent que dans le cadre du marché, ça peut être source de problèmes financiers. Donc voilà, ça, je pense qu'aussi, peut-être pas été complètement abordé, mais si on veut mettre en place du réemploi, en tout cas, on doit clairement consacrer du budget à ça. Il faut être conscient que ça va être une démarche très différente de ce que beaucoup de prestataires ont l'habitude de faire et ça va nécessiter beaucoup plus de discussions, beaucoup plus de suivi, beaucoup plus d'imprévus. Donc il est important de consacrer un budget à ça. Et pourquoi pas aussi de reconnaître que le budget peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des objectifs qu'on rencontre, des contraintes et des objectifs qu'on aura fixés aussi du coup au départ. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais j'ai pas Je mis je sur le pense. dernier slide, j'ai peut-être pas précisé, mais sur le dernier slide de la présentation que vous aurez donc, il y a nos adresses mail respectives à Charline et moi. Si vous souhaitez aussi adresser des questions par mail par la suite, si vous laissez le temps peut-être un peu de digérer le contenu, n'hésitez surtout pas, on prendra bien sûr le temps de vous répondre à tout ça et de rassembler un Oui, peu l'information si jamais on n'a pas réponse à tout ici. tout à fait, j'allais le dire, donc merci déjà, Benjamin. Il y a une autre question qui parle ici de la qualité des matériaux de réemploi. Donc, on parle de quantité, mais quid de la qualité? Qui valide? Qui définit les nouveaux usages potentiels tenant compte de la qualité de ces matériaux? Ouais, sachez qu'il y a beaucoup de excuse-moi Charline, je prends le truc, mais Vas-y, prends-le. vas-y. Je pense à un cas très spécifique. On a très, très souvent la question de la récupération, par exemple, d'isolants thermiques ou si on souhaite réutiliser donc une laine minérale ou un panneau type de bois, peu importe, on a la difficulté de pouvoir justifier en fait des performances de ce matériau-là. Une manière de contourner, parce que pour l'instant, en gros, il n'existe pas tout à fait de manière de répondre à ces objectifs-là. Il y a des projets de recherche via Renolab ID, si je me souviens bien. Il y a un projet qui cherche justement à déterminer le pouvoir isolant de matériaux isolants issus de réemploi. Donc, on va avoir quelques retours par rapport à ça, de voir si ça évolue d'une manière ou d'une autre en fonction de son état physique ou du vieillissement du matériau. Ça, c'est une parenthèse. Sinon, la manière de contourner ça, en fait, c'est de dire que on peut déplacer un matériau d'un layers vers un autre. Donc, se dire, par exemple, le matériau isolant thermique, il avait le rôle d'isolant thermique, il pourrait tout à fait prendre le rôle d'isolant acoustique, où là, il y a beaucoup moins de contraintes techniques qui sont exigées à la base. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être
qui pouvait être revu. On pourrait avoir un matériau de revêtement de sol qui devient un revêtement mural parce qu'on tolère plus facilement peut-être des défauts esthétiques. Des matériaux structurels vont devenir des structures secondaires ou des matériaux de finition aussi. Il y a eu un cas, par exemple, où, si je me souviens bien, une structure métallique, donc une grosse structure principale d'un bâtiment, qui a été réutilisée pour la structure d'une terrasse. Et en fait, la terrasse était surdimensionnée en termes de résistance mécanique, mais du coup, en tout cas, on a réutilisé ces structures acier. Donc voilà, en adaptant un peu peut-être les attentes par rapport à ces contraintes techniques, on peut trouver des solutions, j'allais dire assez facilement, peut-être pas, mais en tout cas, on peut trouver des solutions et s'adapter. Oui, tout à En fait. fait, Et, enfin, vous pourrez, je suis en train de vendre tous les délivrables du projet, mais vous pourrez trouver aussi sur le site FCRBE que donc il y a un délivrable concernant l'assurabilité et le réemploi. Et justement, il parle de tout ça, de la prise de risque et comment faire en sorte que, enfin, en fait, l'idée principale, c'était d'impliquer son assureur le plus tôt possible dans le processus quand on sait qu'on veut faire du réemploi sur son chantier, pour que justement l'assureur soit informé et discuter avec lui de ce qui est acceptable, des limites à poser, enfin plein de choses comme ça. Le document est très intéressant et plus complet que ce que je vous dis. Mais voilà, ça essaye en tout cas de répondre à certaines questions sur cette qualité de matériaux. Voilà. Merci à vous deux. Il y a une dernière question peut-être qui peut être envisagée. Comment convaincre les acteurs de la construction d'utiliser alors le réemploi ou la récupération si c'est plus cher, plus minutieux à mettre en place? Je fais mon TFE là-dessus et c'est une question qu'on m'a déjà posée. Alors évidemment, il y a le gros enjeu de la réduction d'émissions de CO2 et d'utilisation de matières premières, mais y a-t-il d'autres arguments pour convaincre cette utilisation? je te la laisse, Charline. Euh, alors oui, il y a des arguments, mais alors est-ce que c'est un argument qui tiendra pour l'entreprise? Un des arguments dont on parle souvent, c'est le fait de relocaliser la main-d'œuvre, parce que du coup, ça va créer de nouveaux emplois, parce que enfin, effectivement, c'est plus cher, mais c'est plus cher parce qu'on a besoin de plus de main-d'œuvre, parce que ça veut dire qu'il faut démonter proprement. Donc déjà, ça, c'est un métier en lui-même, d'apprendre à démonter correctement les matériaux. Puis après, ce matériau-là, il doit être nettoyé, stocké, et puis oui, enfin étiqueté. Enfin, en tout cas, il y a une gestion de stock à mettre en place. Et puis après, il faut le remettre en place parce qu'il n'y a pas non plus tous les entrepreneurs qui le font déjà. Donc enfin voilà. Et donc ça recrée de la main-d'œuvre plus locale. Euh, alors, ben, c'est ça qui augmente le coût. Bon, je sais pas si ça répond à la question. La question, c'était comment convaincre les entreprises de mettre ces matériaux-là, c'est ça. Oui. Ben, il y avait cet aspect-là. Oui. L'aspect des obligations peut-être. C'est une question difficile parce que de toute façon, c'est un retour qu'on a très très souvent, le fait que ça entraîne Ouais. des coûts supplémentaires. Mais je pense aussi que c'est lié au fait que la technique est assez nouvelle et qu'il y a des habitudes à prendre de ce côté-là, en fait. Aujourd'hui, faire un inventaire, c'est une démarche supplémentaire. Il faut se renseigner sur la manière de le faire, il faut trouver l'intervenant, ça a un coût. Si on récupère des matériaux, il faut les stocker, les trier, les étiqueter, les suivre. Quand on les remet en œuvre, il y a plein de nouvelles techniques à éventuellement adopter. En termes de conception aussi, il y a beaucoup de changements parce qu'il faut penser à une conception réversible, quelque chose qui peut être démonté. Donc même si on réemploie des matériaux, idéalement, il faudrait réfléchir à une manière de les mettre en œuvre qui permet de le démonter plus tard. Donc je pense que c'est, j'ai envie de dire, les maladies de jeunesse de cette nouvelle manière de pratiquer la construction. C'est certain que ça va entraîner des coûts supplémentaires. Il faut espérer qu'avec l'habitude, avec la mise en place de nouveaux réflexes, de nouveaux outils, de nouvelles manières de travailler, on pourrait réduire les coûts et du coup que ça reste intéressant par rapport au fait de consommer des matériaux neufs. On a bien vu, je trouve, avec la crise énergétique, que le prix des matériaux à un moment a complètement explosé et là, soudainement, parce que le prix des matériaux neufs augmente, ça devient intéressant de faire du réemploi. Donc en fait, il y a aussi peut-être des équilibres à trouver entre matériaux neufs et matériaux de réemploi par l'évolution d'un contexte politique, géopolitique, économique. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer, mais pour l'instant, c'est certain que ça coûte plus cher. Oui. On a Et on ici peut une, trouver ça avec une, le réemploi. une réaction, peut-être pour terminer là-dessus, qui dit que
En fait, tout ça, c'est un peu une nouvelle approche et ça devrait être, généralisé, en fait, en amont de la rédaction des prescriptions, ce qui est encore rarement le cas. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on peut terminer sur le fait qu'on espère que les obligations et les nouvelles habitudes, se généraliseront, rapidement. Je voulais peut-être juste ajouter un dernier point par rapport Oui, aux entrepreneurs, parce qu'il y a également dans les délivrables FCRBE, il y a également un guide à destination des entreprises. Il y en a 6 ou 7, je crois, pour les différentes entreprises. Donc, par exemple, pour ceux qui touchent au bois, à la démolition ou aux finitions extérieures, etc., etc. Et donc, oui, c'est un guide qui, justement, dans ce guide, il y a une liste de ce qui coûte plus cher en faisant du réemploi, mais il y a aussi une liste de ce qui fait gagner de l'argent en utilisant du réemploi. Et enfin voilà, ça aborde plein d'autres aspects pour aider les entreprises à passer le pas. Voilà. Je crois que vous aurez compris que FCRBE est un projet assez complet en termes de livrables, donc ça vaut vraiment la peine d'aller, voir un peu leur site web et prendre connaissance de tout ce qu'ils Oui, proposent. tout à fait. oui. Mais voilà, merci beaucoup à tous les 2. Donc sachez, ben, à tous les participants qu'on vous enverra effectivement du coup, le lien vers l'enregistrement du webinaire, les présentations et évidemment, bah, alors les liens vers tous les livrables, du projet FCRBE. Comme ça, tout le monde pourra se rendre compte de l'ampleur, des documents proposés, et qui peuvent vraiment aider dans les pratiques professionnelles diverses. Merci à vous 2 et Merci à vous tous. Merci. à bientôt pour un prochain webinaire. Voilà. Moi, je vois qu'on a des retours positifs sur la brochure qui est top. Donc, voilà, très bien. N'hésitez pas évidemment à aller la consulter. Merci à Merci tous. à tous. Bon Au après-midi. Merci. revoir. Au Oui. revoir.